La Manufacture RH vous présente 13e mois. C'est fondamental dans une entreprise de donner des perspectives aux gens. Si on dit l'année prochaine, ça va être tout pareil que ce que tu as fait cette année, il y en a peut-être un ou deux qui vont être contents, mais ça va être une ultra-minorité. Tu perds un potentiel, c'est catastrophique. Tu perds 4 low performers mauvais, c'est une bonne nouvelle. Et pour autant, tu as 4 fois plus de turnover dans la deuxième situation. Ça passe moins bien, parce que maintenant les gens relatent leurs expériences. Et on en est qu'au stade, on va sur des marques pour l'instant. Je pense qu'il y a un jour, on ira sur les gens. C'est-à-dire qu'ils donneront ad nominem, on le sent, en disant voilà, très mauvaise expérience avec Madame Machin. Pour l'instant, ça va être avec la marque. Clairement, c'est bon les gars, on a un problème de recrutement, on va faire de la marque employeur. Alors que normalement, le système, c'est l'inverse. On fait de la marque employeur, on travaille notre marque employeur et après, on récoltera ce qu'on a semé. Au niveau du recrutement, on aura plus de facilité. Papa, c'est vrai que tu licencies des gens ? C'est la phrase que ma fille m'a prononcée un matin sur le chemin de l'école. Je suis Flaubert, ancien DRH et fondateur de la Manufacture RH, le spécialiste du recrutement et du coaching des fonctions ressources humaines. Avec 13e mois, je vous propose d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font briller les ressources humaines. Qu'ils soient DRH, HRBP, responsables du recrutement ou des relations sociales, ils vont vous inspirer et vous donner une autre vision de ce métier formidable. Bonjour Julien. Bonjour Flaubert. Bienvenue sur 13e mois. Alors, prononcé à l'anglaise, tu as un nom de rockstar très connu, puisqu'en effet, Morrison devient Morrison en anglais. Et là, on voit tout de suite Jim, le chanteur iconique des Doors, celui qui a bercé ma jeunesse. Bon, le but n'est évidemment pas de parler musique dans cet épisode, mais bien ressources humaines. Même si le DRH que tu as été est bel et bien un chef d'orchestre qui doit faire jouer ensemble les différents experts RH, les managers et sa direction générale, ce qui est souvent assez compliqué. En tout cas, moi, je l'ai vécu. Alors, dans cet épisode, on a décidé, toi et moi, de parler évolution de carrière et marque employeur. Mais avant ça, qui es-tu, Julien Morrison ? Alors, sans remonter dans les tréfonds de ma vie passée, moi j'ai suivi assez classiquement finalement, comme beaucoup de RH, une formation juridique. Pas tous, mais juriste. Une bonne partie sont rentrés par... C'est vrai que c'est pas d'une originalité latente, poussant jusqu'à la thèse en droit. Et puis ensuite, j'ai exercé la fonction de directeur de ressources humaines pendant une douzaine d'années environ, dans des grands groupes, et une autre au sein d'une PME en forte croissance, avant de créer... une agence cette fois-ci de communication d'influence, plus récemment, qui s'appelle les Années Folles. Donc, un pas de côté ou avec des similitudes quand même. Agence que je connais bien. Ça me fait penser à une chose. Alors moi aussi, j'ai un parcours de juriste à la base. Et je me suis rendu compte d'une chose. Je ne sais pas si tu partages et tu as le droit de ne pas partager, mais je me sens d'autant plus autorisé à le dire que j'ai ce parcours de juriste. J'ai quand même vu pas mal de RH, DRH qui avaient ce vernis juridique, se dire celui qui ne l'a pas ne peut pas réussir dans les RH, et puis même de temps en temps être un peu fermé quand on amenait un projet à dire non mais on peut pas le faire parce que juridiquement on peut pas le faire. Là où celui qui avait un autre vernis se disait ok, en opportunité sociale, comment je peux le faire ? Tu partages ou pas ? Oui, complètement. En fait, alors moi, ça a été une force, en tout cas, de crédibilité vis-à-vis d'opérationnel, cette fonction juridique que j'ai senti assez tôt. Je me rappelle d'un manager qui m'avait dit, moi, il y a 3 diplômes que je respecte, le commerce, l'économétrie, je savais même pas que ça existait. Ok, pas mal. Et le juridique. Et ce jour-là, les échanges n'étaient plus du tout les mêmes, alors que je venais d'arriver chez Bolloré, pour pas le citer, mais ça a pris 8 mois. Et une fois qu'il a su que j'avais pas fait d'études RH mais juridiques, pour lui, c'était crédible et donc il m'a laissé beaucoup plus de latitude. Maintenant, à contrario, typiquement une expression juridique, c'est vrai qu'on a tendance à raisonner avec les contraintes, avec les instances, les négociations sur les possibilités, là où quelqu'un qui n'en a finalement que peu de connaissances va s'autoriser plus que ça. Et moi, c'est vrai qu'à travers ce podcast, je rencontre beaucoup de DRH, acteurs RH. Je me rends compte que, et je le dis tout le temps, mais tous les chemins mènent au RH et il n'y a pas que cette voie royale du juriste juridico-juridique, mais tous les chemins mènent au RH et ça, c'est un vrai constat que je fais concrètement dans le podcast. Juste avant de terminer ta présentation, tu as parlé de Bolloré, tu as 2-3 autres noms de marques à nous donner où tu as évolué ?
Oui, j'ai exercé au sein de la maison Chanel, Pas mal. Dans une maison du coup de luxe. Enfin, je précise, mais en fait, globalement, les gens connaissent. Normalement, oui. Normalement, oui. Et au sein d'une entreprise qui est en pharma, mais pharma retail, qui s'appelle Bouticinal, et qui s'inspirait un peu de Boots, pour ceux qui connaissent le modèle un peu britannique. C'est un modèle de grosse pharmacie dont l'objectif était d'être un peu partout en France dans un premier temps. Et donc, il y avait il y a toujours une stratégie de développement important. D'accord. Donc, plus business, je dirais. Comme ça, tu gardes en tête, je sais pas moi, une thématique, un enjeu RH qui a été très important pour toi à traiter. Qu'est-ce qui te vient en tête comme ça en premier ? Alors, 2 importants. Dans la dernière entreprise, il s'agissait de constituer le CODIR et de mettre les bonnes personnes aux bons endroits pour participer au développement de l'entreprise. Et donc, c'était vraiment une approche business au sein de laquelle, d'ailleurs, c'était plutôt rigolo parce que j'ai commencé à rédiger des book merch, enfin, des trucs qui n'avaient rien à voir avec la RH. Donc, c'était vraiment intéressant. Et ce qui était rigolo, c'était que cette fois-ci, le DAF, en tout cas au début, venait me voir pour demander ce que je pensais de certains avis, de certains calculs. Donc c'était marrant quand même, parce qu'il m'était jamais arrivé par le passé. Et un autre enjeu dans un autre versant qui est un enjeu stratégique, c'est un enjeu de réorganisation interne. Et donc là, c'était moins drôle au sens plan licenciement. En revanche, intellectuellement, avec un enjeu pour l'entreprise aussi fort. Donc quand ça fonctionne bien, un peu pour l'ensemble des parties, on est quand même content malgré le stress que ça engendre. Donc ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que, et c'est ce que moi j'essaie d'amener à travers ce podcast, mais toujours des choses très opérationnelles, collées au business, très liées avec le business, quoi. Pas des RH de salon, comme on dit, mais vraiment des choses très opérationnelles. Oui, complètement. Ok, ce que je te propose, c'est qu'on en vienne... on a décidé de parler de 2 sujets, hein, je le disais en introduction, l'évolution de carrière, les évolutions de carrière, et puis après on parlera un peu marque employeur. Le sujet de ces évolutions de carrière, déjà, quel conseil, toi, qui l'as vécu, tu donnerais à un DRH, une DRH qui se dirait, tiens, faut vraiment que j'appuie sur le sujet des évolutions de carrière ? Disons que, alors après, il y a toujours la question d'objectif pour en faire quoi. Est-ce qu'il y a un enjeu de vieillissement de la population ? Est-ce qu'il y a un enjeu effectif de pénurie ? Est-ce qu'il y a un enjeu de fidélisation interne ? Est-ce qu'il y a peut-être des tensions qui ont pu être observées ou même des demandes ? Et en fonction de ces enjeux-là, déjà pouvoir les sonder, et en fonction de ces enjeux, pouvoir se dire, la manière de piloter la carrière d'allant de la formation jusqu'aux organigrammes va répondre à ces enjeux-là. Donc d'abord, essayer de coller, pas se faire plaisir pour le plaisir de piloter, mais vraiment de coller au maximum aux enjeux et problématiques qui sont pas les mêmes dans une entreprise en croissance qu'en une entreprise en difficulté. Et une fois que ça s'est posé, essayer de proposer le meilleur des plans qui vont pouvoir répondre à ces enjeux. Donc tu pars vraiment du pourquoi, du sens. Oui. À quelle problématique je veux répondre. Et en fonction de ça, tu vas tirer différents tiroirs et qui ne sont pas les mêmes selon la problématique initiale. Exactement, parce que on ne propose pas les mêmes plans d'action, les plans de développement dans une entreprise avec un taux de turnover égal à 0 ou faible, dont on sait très bien qu'il y a peu d'enjeux, en tout cas pas ces enjeux-là. Au contraire, une entreprise qui, elle, peut pas attaquer sur des salaires, doit proposer autre chose. Et dans le autre chose, ça peut être des plans de formation, ça peut être des plans de fidélisation qui vont permettre à la personne de pouvoir se projeter dans l'entreprise et d'avoir un plan de fidélisation plus important. Donc ça va jouer. Enfin, de mon point de vue, ça joue. La question qui me vient en tête quand on parle d'évolution de carrière, je me dis, mais est-ce que c'est obligatoire ? C'est-à-dire que est-ce que toute personne, tout collaborateur, toute collaboratrice doit forcément évoluer dans sa carrière ? Alors, il y en a qui vont dire, évidemment, sinon tu stagnes. Mais moi, j'ai rencontré, quand j'étais DRH, des collaboratrices et collaborateurs qui ne souhaitaient pas évoluer. Moi aussi. Comment tu vois ça, toi ? Oui, je partage. C'est vrai que en fait, l'évolution, on l'adosse beaucoup au salaire, clairement. Donc, il y a une partie des gens qui sont faits pour prendre des responsabilités, qui aiment encadrer, qui aiment partager, qui aiment participer d'un souffle, et donc pour lesquels ça me semble évident. Il y en a d'autres qui avaient l'humilité de se dire, moi, encadrer 3, 4, 5 personnes, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc si on est dans une évolution au sens hiérarchique, il y avait c'était pas la majorité, qui préféraient refuser plus de responsabilités, parce que parfois aussi, ça sous-entendait de quitter une région, de quitter un département, et ils savaient qu'au bout d'un moment, c'était pas possible. Donc, ils acceptaient le fait, de stagner. En tout cas, de pas évoluer hiérarchiquement. Et du coup, nous, on avait, alors ça dépend des entreprises, essayé d'être dans des hiérarchies plus transversales, de manière à pouvoir répondre à des attentes qui sont différentes en mode un peu chef de projet. Mais il faut aussi, à un moment donné, qu'il y ait quand même des managers dans une entreprise. Oui, c'est sûr, mais c'est intéressant ce que tu dis sur cette fonction de manager.
Est-ce que tu as noté au fil du temps un peu de désamour pour cette fonction de manager, ok, moi je suis bien où je suis, je vais peut-être prendre un peu de salaire, mais je vais surtout prendre un peu d'emmerde en plus, et j'ai pas envie. Et la fonction, moi j'avais écrit un article sur le sujet, la fonction managériale avait tendance et a tendance à faire de moins en moins rêver. Tu l'as noté, ça ? Mais complètement. Et en fait, ça s'est vu. En fait, le jeu en vaut pas toujours la chandelle. Déjà parce que faut se dire les choses. Quand on est cadre et singulièrement cadre au forfait, on n'est plus dans les heures. Donc, quand on fait un calcul mathématique, quand parfois, je vais la caricaturer, mais on est à 2000 € à 35 heures et 2800 € et on en fait 50, quand on fait un ratio, on s'aperçoit que finalement, si on raisonne que comme ça, on va être un peu déçu. Ça ne peut fonctionner que si la personne se dit c'est un premier pas et je suis sûr de continuer mon évolution de carrière. Si elle n'est pas sûre, ça va être difficile. La désillusion, elle va être importante, d'une part. Et deuxièmement, on attend beaucoup des managers et donc ceux-ci sont hyper exposés avec des décisions qu'ils ne comprennent pas forcément. Et elle n'est pas forcément toujours reconnue, cette fonction, surtout quand on est dans des sièges. Elle est là pour véhiculer les idées, les plans, mais elle n'est pas forcément là pour donner un avis, c'est pas toujours ce qu'on lui demande. Donc elle est dans une situation très complexe où elle est un peu tampon et elle n'est pas toujours valorisée à la hauteur de ce qu'on lui demande et elle doit rendre des comptes en plus à beaucoup de fonctions transversales et supports et c'est parfois des fonctions qui sont peu enviées en interne, quoi. Peu enviées et très critiquées. Et très critiquées. Moi, je compare souvent cette fonction managériale. Et c'est un peu comme le marketing, quoi. Tout le monde a toujours un avis parce qu'il est client et il se dit, moi, j'aurais pas fait ça comme ça, j'aurais pas managé comme ça. Ouais, enfin, quand c'est toi qui manages, tu prends des décisions. Tout le monde n'a peut-être pas tous les éléments. Le manager les a, il prend des décisions et c'est pas facile. Et puis, je vais glisser un message que je me dis que le podcast peut servir à ça aussi. Souvent, on dit les RH ont tendance à reproduire des schémas de clones. J'étais, il y a pas longtemps, à un petit déjeuner, on disait que les RH ont à recruter des clones. Les RH, ils recrutent aussi par rapport aux demandes des opérationnels. Et les demandes des opérationnels, elle est souvent pour des raisons notamment d'exercice budgétaire, où en fait, il faut être efficient tout de suite et rapporter tout de suite. Et on n'a pas le temps d'attendre 3, 6 mois, 8 mois. Donc l'espèce de mythe qui est de se dire le RH veut du clone, non. Le RH, au contraire, s'il peut donner du sang neuf, oxygéné, il va le faire. Mais le manager, lui, est-ce qu'il a le temps de former quelqu'un pendant 3-4 mois ? La réalité, elle est souvent beaucoup plus... ils sont un peu schizophrènes. C'est-à-dire que quand ils recherchent un poste, ils veulent que le RH ouvre, mais quand ensuite on va les remettre à ce poste de manager, quand on va leur proposer d'autres typologies, non, ça va pas le faire parce qu'on préfère... Donc c'est pour ça que c'est pas l'envers du décor est pas tout à fait le même. Et je pousse un peu ta réflexion, que tu dis les RH versus les clones. Moi qui fais du recrutement, cabinet de recrutement, c'est un peu la même chose aussi. Où on nous dit souvent, il faut être inventif. Ouais, sauf que souvent la commande qu'on a nous demande pas vraiment d'être inventif. C'est à nous d'amener cette inventivité, parce que recruter, c'est souvent prendre un risque. Alors que moi, je le vois plus comme une opportunité. Mais voilà, donc la commande, en effet, des opérationnels, c'est souvent, je veux tel et tel profil. Si tu amènes quelqu'un et que tu sors un peu des clous, faut bien le vendre, quoi. Ouais. Donc en effet, il y a c'est assez paradoxal tout ça. Ok, alors sur les évolutions de carrière, moi je me dis, est-ce que on peut ou on doit baser sa politique RH uniquement sur des évolutions de carrière ? Est-ce que ça a du sens, ça ? Alors, baser une politique RH uniquement sur ça, non. En revanche, ça fait quand même partie naturellement des plans de stimulation, que ça soit quand on soit jeune ou moins jeune, d'une entreprise. Donc, un RH qui n'aurait pas ça dans son scope en disant « il va falloir que je réfléchisse, avec les moyens dont il dispose, à un plan de développement et de compétences, hard skills, soft skills et un plan d'organisation, ça donne des perspectives. C'est fondamental dans une entreprise, donner des perspectives aux gens. Si on dit l'année prochaine, ça va être tout pareil que ce que tu as fait cette année, il y en a peut-être un ou deux qui vont être contents, mais ça va être une ultra-minorité. Personne n'a envie de se dire, 2022, en 2025, ça sera pareil. Donc, il faut vraiment essayer d'avoir une anticipation. C'est un peu la GPEC. Mais pour moi, c'est partie effectivement des essences et c'est des choses en plus intéressantes pour le RH, ça. Ok, quand on parle évolution interne et évolution de carrière, il y a tout de suite un terme qui arrive, ce sont les people review. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce terme de people review ? Concrètement, comment tu définis les people review et quelle est la place de la people review dans une politique d'évolution de carrière ? Alors moi j'ai toujours trouvé que ça fait partie des outils que je trouve excellents, pas encore assez suffisamment
poussé. En fait, le People Review fait souvent suite pour ceux qui écoutent et qui ne savent pas forcément ce que c'est. Chaque année, on a normalement un entretien individuel avec son N+1 ou son N+1 avec son N-1, durant lequel on va fixer un certain nombre d'objectifs et on va aussi poser la question de comment il se projette à 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et une fois que c'est réalisé, on va être amené à collecter l'ensemble de ces informations et, en tout cas, c'était la pratique lorsque j'étais DRH, on ne pouvait pas balayer l'ensemble des collaborateurs, on balayait principalement les cadres et on demandait à l'ensemble des membres du comité de direction, une fois qu'on avait balayé par exemple le nom de, Chantal, de donner un avis en disant voilà, Chantal, on considère, voilà ce qui a été dit de son manager, est-ce que vous avez des informations complémentaires, est-ce que vous considérez que c'est une femme clé ? C'est-à-dire que si demain, son expertise pure peut manquer si demain elle était amenée à partir, ou est-ce que c'est un potentiel ou un high potential, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va pouvoir aller plus vite dans son évolution de carrière. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que la première année que nous, on l'avait lancé, en tout cas quand j'étais chez Bolloré, la première année, les managers, ils étaient avec des pieds de plomb en disant c'est encore un truc RH, rien des RH, on va encore perdre une journée parce que c'est très long. Et la deuxième année, c'est rare, hein, ils l'avaient réclamé. Ils avaient trouvé que c'était super. J'avais dit, mais vous savez que là, ce qui se dessine là, c'est à tous les échelles de la hiérarchie, jusqu'au tout en haut, au niveau de Vincent Bolloré. Donc, ils se sont dit, OK, on va peut-être le faire quand même hyper sérieusement. Et ils disent, c'est la première fois qu'on aborde que d'un sujet RH. Parce que d'habitude, il y a toujours un peu de budget, un peu de finance. Là, on ne balaye que les hommes et on va dire, Chantal, voilà ce qui se redit, voilà ce qu'on a dit l'année dernière. Est-ce qu'on est toujours d'accord avec le profil de Chantal ? Est-ce qu'on considère que c'est toujours une femme clé ? Si d'ailleurs dans votre organisation quelqu'un part, est-ce que vous la proposeriez ? Oui, non ? OK. Et qu'est-ce qu'on met en place ? Est-ce qu'on met en place une formation qui peut être de l'ordre, une formation plus longue, d'un MBA ? Oui, non. Après, on regarde si ça rentre dans les budgets. Et donc, on se questionne vraiment sur ces managers, sur les hommes. Et donc, tout revient à bien dire que tout le monde n'est pas potentiel. Donc, il faut être très clair sur ce qu'on entend et il faut être le plus objectif possible dans son analyse parce que sinon, tout le monde est compétent. Mais c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de se dire, il y a 4-5 key people ou il y a 3-4 iPods. Il faut les définir parce que c'est auprès de eux qu'on va devoir avoir un œil tout à fait particulier. Et après, la DRH doit prendre la suite et doit prendre des plans d'action pour les évangéliser, pour bien voir qu'ils se plaisent bien et avoir des signaux avant-coureurs quand on sent que la situation se délite ou essayer de le repositionner ailleurs parce qu'il peut y avoir un conflit avec le manager. Et quand on mise sur lui ou elle, eh bien mettre en place des actions correctives. Donc là, tu as donné beaucoup d'éléments. J'entends derrière les plans de succession. Oui. Donc on est sur ces people review qui sont vraiment, on va dire, un socle. Oui. Derrière, il y a les plans de succession. Oui. Il y a le plan de développement du potentiel, alors qu'il soit iPod, potentiel, key people, etc. Exactement. Chacun le définit comme il veut ou à des degrés différents. Mais donc, il y a son plan de développement à lui, parce que derrière, ce sont ces personnes-là qui vont faire le business de demain. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'était que sont key people ou sont considérés comme iPod des opérationnels, naturellement, mais aussi des fonctionnels. Qualité, finance, RH, marketing, naturellement, marketing c'est plus opérationnel, mais naturellement c'est auprès de eux que va se concentrer l'énergie de l'entreprise parce que c'est eux qui vont être amenés à être force de proposition, à développer des nouveaux business, des nouveaux marchés. Donc il faut avoir un œil particulier et on sait aussi que la concurrence, sinon les a repérés, peuvent être repérés par la concurrence, surtout lorsque vous êtes des fonctions commerciales qui sont présentes dans des salons, qui rapportent du business, tout se sait dans des marchés. Donc vous savez qu'ils peuvent être courtisés et que si vous le perdez ou la perdez, ils vont vous mettre quand même un coup d'arrêt ou en tout cas une suspension. Donc vraiment, c'est un vrai enjeu, un vrai impact. Ce sont ces personnes qu'il faut bichonner. Exactement. Moi, je prends toujours un exemple quand on me parle du turnover. Je vais souvent challenger les gens en disant « Ok, mais c'est quoi tes chiffres ?» Alors, déjà, ils ne les connaissent pas tous. Et après, ouais, mais j'ai tant de pourcents de turnover. Ok, c'est quoi la qualité de ton turnover ? C'est-à-dire, tu perds un potentiel, c'est catastrophique. Tu perds 4 low performers mauvais, c'est une bonne nouvelle. Oui. Et pour autant, tu as 4 fois plus de turnover dans la deuxième situation. Donc, c'est super important, en effet, de suivre ces potentiels, de faire ces people review. Ok, quelles seraient comme ça, toi, est-ce que tu as 2-3 bonnes pratiques à partager en matière de people review, comme ça, qu'est-ce qui te vient en tête ? Conseils très pratiques. Alors, en pratique, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on essayait d'anticiper au maximum parce que trouver une disponibilité d'une journée pour l'ensemble des mondes de Codir, c'est pas évident. Oui. Donc, on essayait d'anticiper les choses avec un calendrier très prévisionnel de 2 mois. Ça, c'est petit 1. Okay. 2, on étudie en amont l'ensemble des dossiers. On vient pas pour découvrir le jour J.
parce que c'est quand même nécessaire de pouvoir se renseigner sur les antériorités, les échanges, les diplômes. On travaille un tableau structuré qu'on réutilisera. Donc, on fait quelque chose... une matrice, quoi. Une matrice, effectivement. Idéalement, pour ceux qui ont un beau SIRH, de l'utiliser, parce que maintenant, c'est beaucoup développé. Et sinon, un tableau Excel peut très bien faire l'affaire, dans lequel on va historiser l'ensemble. Et bien écouter les éléments qui vont vous manquer le jour J. Parce que vous avez des opérationnels qui vont vous dire, tiens, ça aurait été utile d'avoir cette information-là. Et donc, on pouvait parfois nourrir, par exemple, la maîtrise de langue. On n'était pas toujours d'accord dans ce qu'on entendait par maîtrise de langue. C'est d'essayer de le construire pour qu'on parle un peu d'une voix commune. Donc ça fait partie des choses qu'on a calées et se donner vraiment le temps. Donc nous, c'était vraiment une journée complète et de compléter toutes les informations, puisqu'il faut avoir en tête que les people review, comme ça remonte, le compléter dans la journée ou dans les 2 jours pour que l'étape du dessus, qui est au niveau, si vous êtes au niveau du département, la région, puis la région le national, puisse reprendre ces éléments-là et de rééchanger avec eux pour voir s'il leur manquait des éléments ou si c'était suffisamment clair. Donc anticiper, ne pas tout découvrir le jour J, parce que sinon, j'imagine, selon le volume, c'est pas un jour, mais tu vas passer 3 jours. Oui, c'est ça. Et avoir un support, une matrice que tu peux amender au fil des années, mais en tout cas, tu as un support de base. Exactement. Ok. Dernière question, il y a un timing préférentiel à respecter, selon toi ou Oui, parce que... Alors, timing évidemment selon les entreprises, mais c'est suite aux entretiens individuels. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, et c'est un manager, il faut le responsabiliser, un manager qui ne va pas conduire ces entretiens, il prive toute son équipe de people review. Donc en général, nous, les entretiens individuels où j'étais, c'était par exemple entre janvier et 31 mars. Nous, on avait les stats de savoir qui était complété. Et donc une fois qu'on avait le 31 mars, on pouvait dire, on va entamer le premier round à compter, moi j'en sais rien, du 15 avril. Donc nous, il faut que toutes les extractions soient déjà faites. On arrête la date du 20 avril pour faire les échanges. Et puis moi, je dois tout restituer au 1er mai parce que ça va jusqu'au monde. Alors, vous imaginez bien que... Donc, en général, la deadline, ça reste quand même... Ça dépend de combien de temps ont les managers pour faire les entretiens, mais c'est quand même l'entretien individuel qui fixe le là et le faire dans le mois qui suit l'échéance de la rédaction, de la constitution des entretiens. Ok, donc vrai timing à respecter. En effet, faut être logique et puis bien imaginer que ça prend quand même un peu de temps, tout ça. Oui. Et qu'est-ce qu'on en fait derrière, quoi ? Parce que si c'est pour se réunir une journée et qu'il n'y a rien derrière. Alors c'est ça peut-être la petite frustration qui n'est pas tant liée au people review, parce que les people review, pour donner un ordre d'idée, moi sur des populations, quand j'avais certains sites en local sur des 500 ou 600 personnes, on passait en people review 10% de l'effectif. Donc c'était 50-60 personnes. Donc c'était des gens qui étaient déjà pas préqualifiés, c'était tous des cadres. Après là-dedans, il n'y en avait peut-être plus qu'un tiers qui était même pas. En revanche, dans les entretiens individuels, et c'est pour moi l'une des frustrations, c'est que beaucoup expriment un avis de mobilité, un avis d'évolution de carrière, et pour lesquels je trouve que comme les entretiens sont chaque année, l'ARH ou le manager jette des frustrations, et je sais pas toi. Moi, il y a plusieurs fois, on me disait, écoute Julien, c'est gentil, mais chaque année, elle demande une évolution. Moi, je sais pas quoi lui donner. Enfin, même si on a un groupe, elle est pas mobile. Moi, je suis pas magicien, et moi, j'étais pas magicien. Et c'est compliqué parce que la personne elle a du mal à entendre. Elle voit son petit prisme de son service, mais elle ne voit pas ce qu'elle demande, parce qu'on a tous eu des gens qui étaient repositionnés, mais c'est pas la norme, clairement. C'est parce que c'est des fins de carrière, donc oui, mais ça c'est un poste historique, donc on se le... Ok, mais bon voilà. Et donc je dirais que cette partie gérer les demandes des uns et des autres, le manager un coup sur deux, il répondait pas, il renvoyait à la RH. C'est ce que j'allais dire. Ça tu demandes à la RH, mais oui, prends un rendez-vous à la RH. Et en fait il venait pour dire, tu n'as fait pas évoluer chez moi. Mais t'es gentil, mais t'as peut-être pu lui dire non, je peux pas lui dire, mais tu lui diras toi que elle peut pas évoluer parce que tu vois, elle est un peu comme ci, elle est un peu comme ça, elle est pas très ouverte. Ouais, ça va être super. Ça revenait du coup dans le bureau RH. C'est là que la notion de courage managérial normalement prend tout son sens, et c'est au manager de gérer ça en appui évidemment avec la RH, le DRH. Mais oui, je vois bien le côté patate chaude. Ok, tu lui dis, tu gères, s'il te plaît, merci, moi j'ai autre chose à gérer. Ça nous est tous arrivé. Exactement, et ça nous arrivera encore pour ceux qui sont en fonction. Ok, je te propose qu'on parle maintenant marque employeur, qui est la deuxième thématique qu'on a choisi d'aborder. Alors on entend parler de partout, la marque employeur. Déjà, quelle est ta définition à toi de cette marque employeur ? Je dirais que pour moi, la marque employeur, c'est la capacité qu'a une entreprise ou une organisation à attirer au regard de spécificités dont elle dispose, c'est-à-dire d'avantages, c'est-à-dire d'une marque puissante ou de métiers qui font sa spécificité et sa capacité à les communiquer. Est-ce que tu dirais que c'est un peu en écho à la marque commerciale ? Il y a la marque commerciale pour les clients, la marque employeur pour les clients qui ont envie de rejoindre la marque. Au final, moi je parle souvent de clients internes, externes.
Il y a eu, je dirais, une pénétration forte du marketing sur la fonction RH depuis les 5 à 10 dernières années. Et comme tu viens tout à fait de le dire, de clients internes dont on ne parlait pas, marque employeur, tous ces mots branding de soi, tout ça, c'est des mots inspirés vraiment du marketing. Ce n'est pas des mots historiquement très RH. Oui. Donc, il y a des similitudes. Et en fait, c'est rigolo parce qu'on a fait, il n'y a pas longtemps, un podcast avec une ancienne marketeuse qui disait que la marque, elle a dû changer aussi son appréhension. Elle ne peut plus fonctionner en ce qu'ils appellent en posture haute. Et elle dit ce qui est intéressant aussi de constater, on était d'accord avec elle, que l'entreprise désormais aussi maintenant, quand elle communique sur des offres d'emploi, elle ne peut plus fonctionner comme « allez-y, rentrez chez moi, je vous fais l'honneur de vous voir en entretien, éventuellement de proposer un contrat ». Ça ne marche plus. Il faut qu'elle revoie sa positionnement et qu'elle fonctionne plus d'égal à égal. Donc c'est ça en fait, la marque employeur, ces enjeux, ils sont là. Oui, c'est en effet très intéressant. J'aime bien cette posture haute dont tu parles. Moi, j'évoque toujours le fait qu'un process de recrutement, c'est souvent le premier vrai contact concret entre un client externe et une marque. Et là, on commence à jouer sur qu'est-ce que j'ai vécu moi quand j'ai candidaté, est-ce que j'ai eu une réponse, est-ce que j'ai été reçu, comment j'ai été reçu, c'est quoi le process, j'ai 15 entretiens, j'en ai 2, voilà, donc tout se joue là. Et puis, j'aimerais avoir ton avis sur l'engagement aujourd'hui du client externe quand il va faire un acte d'achat d'une marque, qu'elle propose des produits, des services ou autres. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Je trouve que désormais, il y a un vrai questionnement de la part de ce client qui se dit « Ok, mais cette boîte-là, qu'est-ce qu'elle propose à ses équipes derrière ? Qu'est-ce qu'elle fait vivre à ses collaboratrices et collaborateurs » Tu le vois, ça ? Alors, tu mets finalement le doigt là sur la transparence, ou plus de transparence, plus d'informations, parce que le candidat a le sentiment que l'entreprise peut, ce qui n'est pas si mécanique, mais avoir de l'information sur elle, parce qu'en prenant des prises de référence, en ayant son CV de manière plus exhaustive, en regardant ses posts, ses publications de manière personnelle, et elle se dit, mais c'est pas du tout équilibré, parce que moi, il est compliqué d'avoir de l'information en interne. Donc, elle va essayer de les creuser. Et elle va les creuser principalement comment ? Par les réseaux sociaux, ou elle va essayer de les creuser aussi par d'éventuels avis Google, où on a des sites aussi qui existent en la matière. Donc, on sent qu'il y a une envie de plus de transparence, ce qui est compliqué. Là où l'entreprise, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vivais. Alors, il y a une entreprise qui était très, très contrôle fric. Les autres l'étaient un petit peu moins, mais quand même, elle a quand même peur parce qu'on ne peut pas tout dire. On a tous été, moi je l'assume, il y a des choses qui n'étaient pas OK dans ce qu'on faisait. Ça fait partie du rôle de l'entreprise. Enfin, du rôle de l'entreprise. Ça fait partie de la réalité, en tout cas, d'un quotidien de RH. Bon, elle n'a pas envie forcément que ça se sache. Elle a tendance parfois à essayer de le dissimuler. Donc, mais on sent que ça passe moins bien. Parce que maintenant, les gens relatent leurs expériences. Et on n'en est qu'au stade où on va sur des marques, pour l'instant. Je pense qu'il y a un jour, on ira sur les gens. Ils donneront ad nominem. On le sent, en disant, voilà, très mauvaise expérience avec Madame Machin. Pour l'instant, ça va être avec la marque. Ça va être très mauvaise expérience avec le groupe Bolloré, par exemple. Je pense qu'on arrivera à un stade où ça sera très mauvaise expérience avec Monsieur Machin Chose du groupe Bolloré. Et ça va être une autre étape avec du name and shame. Et ça va être quelque chose où l'entreprise, elle va devoir avoir en tête que ça fait partie de sa réputation. C'est intéressant ce que tu dis. Ouais. En effet, aller au-delà de la marque. Et là, on va viser la personne, le manager qui n'est pas exemplaire, avec qui j'ai eu un problème. Alors, vrai ou faux, après, c'est toujours le problème. Toujours ce problème-là. Mais ok, j'aime bien ce côté étape d'après. Moi, il y a un sujet sur la marque employeur. J'en parle beaucoup avec des clients, des DRH, etc. C'est cette fameuse problématique, je trouve, d'inverser les choses. C'est-à-dire, clairement, c'est, bon les gars, on a un problème de recrutement, on va faire de la marque employeur. Alors que normalement, le système, c'est l'inverse. On fait de la marque employeur, on travaille notre marque employeur, et après, on récoltera ce qu'on a semé. Au niveau du recrutement, on aura plus de facilité. Je trouve que le raccourci, là, c'est tout de suite, allez, vite, on y va. Moi, le parallèle que je fais, c'est comme un feu quoi, qui rayonne de l'intérieur à l'extérieur. Tu partages ça ? Je partage complètement. C'est vrai que dans l'entreprise, mais je pense que tu l'as vécu, le rapport au temps, parce que je pense qu'au bout du bout, c'est un peu ça, le rapport au temps est devenu, de mon point de vue, une problématique. C'est-à-dire que là où avant, on avait un peu d'anticipation, désormais, on n'a quasiment plus, on est au jour le jour, on est en temps réel de tout, et y compris, c'est bien la schizophrénie en tant que consommateur, en tant que citoyen et en tant que salarié. Et alors, en fonction de son positionnement, les enjeux ne sont pas les mêmes, quoi. En tant que salarié, on a envie de prendre le temps. Puis quand vous êtes le consommateur, vous voulez que ça aille vite. Évidemment, c'est compliqué. Et la marque employeur, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est un peu saccadé.
Alors, c'est un peu différent en fonction des groupes, mais l'entreprise, elle est en train, parce que la marque employeur, c'est encore assez récent, elle est en train de se dire, ça peut être un moyen d'avoir des clients finaux au sens business. Donc, il faut essayer de voir un peu moyen-long terme et ne pas raisonner de manière un peu sèche, mais de mettre du budget préventivement, ce qui n'est pas le point fort en France. On n'est pas très bon en préventif, on est meilleur en curatif. Et la marque employeur, c'est finalement... C'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de marketeurs qui intègrent la RH. C'est parce qu'ils vont penser à la marque en disant la marque employeur, elle va devenir presque aussi importante que la marque au sens marque. Et ça place la DRH avec un enjeu business bien plus puissant que ce qu'elle a eu par le passé. Parce que si derrière on a des commentaires négatifs, c'est des commentaires négatifs où ça rejaillit sur la marque en tant que client. Et désormais, quand on a des mauvaises expériences en tant que candidat, il y a des gens qui boycottent en disant désormais j'achèterai plus. On se dit du coup, la RH, vous n'avez pas qu'un rôle maintenant de candidat. Là, vous êtes en train d'avoir des répercussions sur le business. Donc, attention. Et je trouve que ça fait partie des enjeux intéressants. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à ta question. Si, totalement. Et j'étais en train de me dire, en fait, on a souvent parlé de la DRH comme business partner. Là, on pousse encore le curseur un peu plus loin. Et d'ailleurs, dans de plus en plus de directions des ressources humaines de grandes entreprises, il y a un patron, une patronne de la marque employeur qui vient vraiment travailler ce sujet. Complètement. Alors moi, je vois ça d'un bon œil parce que je me dis, OK, au moins on met quelqu'un en place qui va gérer ça, plutôt qu'en COMEX de dire au DRH, tiens, il faut faire de la marque employeur parce que, écoute, lui, il nous dit qu'on a un problème de recrutement, quoi. Où là, tu es plutôt démuni et tu avances pas forcément dans le bon sens. Et justement, si on pousse un peu plus loin, c'est quoi pour toi le rôle d'un DRH ou d'une DRH sur la marque employeur? Quelles actions elle doit mettre en place? Et c'est quelqu'un qui doit piloter tout ça? Oui, pour moi, c'est quelqu'un déjà qui doit s'y intéresser. Parce que quand on parle il y a des RH qui vont dire mais moi c'est pas de l'humain, une marque c'est pas un humain, donc c'est moins mon scope. Alors que en fait en filigrane quand même si. Je parle pas des DRH techniques. Moi j'avais tendance à être assez technique. J'ai toujours aimé le développement, mais quand même. Et donc elle doit se dire qu'on est dans un monde qui bouge et donc la fonction bouge. C'est pas évident. Y compris pour beaucoup de RH qui font quand même beaucoup d'administratifs, mais dans des grands groupes. Donc, essayer de prendre sous le scope stratégiquement la RH, parce que le risque, c'est naturellement que le marketing, au bout d'un moment, coiffe, mais sans pour discuter un peu de l'avenir HR. Donc, c'est d'avoir concrètement en faire un enjeu business de mesurabilité et de retravailler la manière de rédiger les annonces, de retravailler la manière de piloter aussi ces actions de formation, la manière aussi de faire communiquer des actions internes de l'entreprise, aussi bien en com interne, de ce qui est fait par la RH. La RH, en général, n'est pas bonne en communication interne, donc elle fait des choses que personne ne connaît. Donc c'est quand même un fiasco total. Et deuxièmement, de se réapproprier des sujets. Moi, je suis parfois atterré d'entendre des RH qui se disent, mais tu sais, moi, les réseaux sociaux... Sauf que désormais, quelle entreprise qui peut se passer des réseaux sociaux? Enfin, aucune. C'est comme si quelqu'un disait, tu sais, moi, Internet, je suis pas sûr. Internet, on va y réfléchir. Ouais, mais ça, on ne demande pas ton avis, en fait. C'est là. Donc, soit tu décides de prendre le point et d'en faire quelque chose au niveau business, au niveau marque employeur, c'est-à-dire recrutement, comment je réponds. On a des quelques entreprises qui ont pris parti de répondre aux commentaires, de dire, j'ai essayé de candidater, désolé, comme une marque, en fait. Et de se dire, ça, c'est nous qui allons répondre, c'est la RH. Et pour le moment, je trouve qu'on n'en est pas encore complètement là. Et on a une volonté désormais de marques qui postent un peu en interne leur communication. Je trouve ça très bien. Mais qui ne vont pas encore prendre le coup de répondre aux commentaires, d'interagir. Après, il y a des postures de maisons de luxe qui, toutes, elles ne répondent à rien. C'est un parti pris de marque de répondre à rien. Bon, moi, c'est leur positionnement. Il y en a d'autres, de mon point de vue, elles devraient au contraire répondre, quitte à faire des smileys. Enfin, peu importe, elles trouvent le ton. Mais d'essayer d'avoir cette première connexion qui donne une marque plus humanisée. J'avais en tête là le TripAdvisor. C'est un peu ce principe-là, quoi. C'est-à-dire que, ok, je mets un commentaire, après tu vois le restaurateur, l'hôtelier qui dit désolé de l'expérience que vous avez vécue. On vous a contacté. C'est un peu la même chose là. Tout à fait. Et c'est marrant ce que tu dis. Ça me fait penser à une chose. Récemment, j'ai fait un post. Je suis en train de rechercher un DRH pour un de mes clients. J'ai constaté que beaucoup de DRH avaient un profil inexistant, voire à minima, et que de toute façon, très peu étaient ceux qui communiquaient sur LinkedIn avec des posts à eux. J'entends pas juste je repousse un post, mais je crée du contenu et je parle de ce que je vis, de ma boîte, etc. Il y en a très peu à faire ça. Alors, on a échangé autour de ce post-là. Certains m'ont dit oui, mais parce qu'en fait... les DRH peuvent avoir en effet un peu peur du retour de bâton
qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. Non, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des retours de bâton. Il y en a aussi beaucoup qui se sont dit, mais c'est comme un peu le réseau. Pour beaucoup, réseaux sociaux et réseaux physiques, je n'en ai pas besoin parce que je ne suis pas à la recherche d'un job. Beaucoup encore raisonnent de la sorte, donc j'ai pas besoin de communiquer. Et quand ils en ont besoin, c'est un peu tard en fait. C'est pas... Donc il y a tout ce volet-là. 2, des personnes, mais c'est pas la majorité, qui vont se dire pour vivre heureux, vivons cachés, comme ça je ne m'expose pas. Sauf que du coup, soit si c'est un enjeu business, c'est comme si moi je commercialisais une marque de produit et je disais j'en parle pas. Au pire, si les gens tombent dessus, c'est super. Et s'ils aiment pas, bah oui, mais d'accord, mais qui fait ça en fait. Donc, mais on est dans une approche cette fois-ci, de mon point de vue, très business. Moi, je challenge beaucoup cette notion de business partner que j'ai pas forcément considéré chez les RH. Pour moi, les RH, c'est pas des grands business partners. Et derrière, si on vend une marque et qu'on se dit, voilà, moi, je suis dépositaire de la marque sur la partie candidature, il va falloir que j'assume. Et oui, ça veut dire de prendre la parole, de communiquer, de présenter ce qu'on fait et pas toujours de me réfugier. Et ça fait partie de l'attractivité. Et tant mieux si je participe aux ventes de la marque. Tant mieux si derrière on récupère des marchés. Tant mieux si on a fait de la presse. Je vais contribuer à mon niveau, à moi, au rayonnement de la marque. Pour l'instant, c'est pas la majorité des entreprises. On sent qu'avec la nouvelle génération, moi c'est sent que on voit avec des startups avec lesquelles on collabore, les RH prennent plus de leads. On sent vraiment. Ils vont travailler avec le marketing, mais ils disent c'est nous. Là où dans les boîtes plus institutionnelles, les DRH ils se cachent, mais sauf quand il y a des marketeurs. Là on était il y a pas longtemps dans une grande boîte où la directrice du développement c'est une marketeuse. Donc elle va dire voilà, moi je voudrais qu'on réfléchisse à ça, et donc elle va dire l'inclusion, le handicap, c'est partie des enjeux importants. Mais je trouve que chez les DRH un peu plus institutionnels, on est encore dans de la posture. Excuse-moi, mon enfonce des portes ouvertes. C'est comme si je te disais t'es pour ou contre l'égalité homme-femme. Je trouve qu'on est encore dans les trucs qui sont un peu des. Pour moi c'est ça a 15 ans de retard, quoi, clairement. Et c'est marrant, à travers ce post, j'avais proposé de dire si vous avez besoin de conseils comme ça. Pro bono, sympathiquement, sur le fait que vous avez envie de prendre la parole, vous, des RH, sur LinkedIn, n'hésitez pas. J'ai eu quelques retours. Ah bah oui, ça peut m'intéresser, etc. Donc, comme quoi, il y a un besoin, une demande. Le lien est fait, à mon sens, avec les années folles. Oui. Je pense que voilà, tu peux nous expliquer un peu ce que vous proposez, et justement dans ce côté réseaux sociaux. Complètement. En fait, les années folles, donc c'est une agence de communication d'influence où on crée des collaborations entre des marques, des entreprises qui ont besoin d'avoir de la visibilité sur LinkedIn pour leur marque employeur, mais pas que aussi, pour leur business, pour montrer des nouvelles solutions aussi IT, et des créateurs de contenu qui ont une communauté nichée, alors notamment la tienne, suivie beaucoup par naturellement les membres de la communauté RH, mais parfois ça peut être des personnes suivies par des start-upers, d'autres par des personnes en situation de handicap. Et donc nous, on va créer des histoires qui sont soit des interviews, des posts, pour apporter cette visibilité plus authentique que la marque ne se sent pas de faire, en fait. La difficulté de la marque, c'est de dire, moi, je sais pas parler. Et c'est souvent ce qui ressort. Dire, moi, je sais pas utiliser les réseaux sociaux, je sais pas communiquer. Donc, on travaille avec un créateur de contenu qui, lui, sait comment s'adresser à sa communauté, sait comment communiquer sur LinkedIn. On va pouvoir apporter toute une visibilité de gens, tout un panel de personnes qui, spontanément, n'auraient pas été voir la marque si le créateur de contenu n'en avait pas parlé. Et donc, oui, c'est vrai que là où c'est rigolo, c'est qu'un ancien DRH qui travaille dans la communication, il n'y en a pas beaucoup, donc ça les amuse souvent parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à la marque employeur. Donc, quand j'expose que j'ai été directeur RH pendant de nombreuses années, du coup, les conseils sont pragmatiques parce que parfois, il y a des conseils qui sont juridiques, des conseils effectivement techniques. Et on va essayer de nourrir la marque avec quelque chose de pratico-pratique. Et ce qu'on essaie de faire, c'est que la marque soit le plus authentique possible, qu'elle accepte aussi, et c'est difficile, c'est les défauts. Exemple, si on a une marque qui est dans le retail où on est debout, c'est pas problématique de dire voilà, dans ce poste-là, il faut être debout, mais voilà ce qu'on a mis en place. Or, assez vite, les marques vont dire non, mais ça, on va pas en parler. Donc, nous, notre combat, modestement, c'est de dire si vous montrez une photo idéalisée, comme j'aime dire Emily in Paris, je suis très Emily in Paris sur beaucoup de publications que je fais actuellement, ça existe, mais ça existe pour 5%. 95% des gens qui vont venir à Paris vont dire mais mon quotidien, moi, c'est pas du tout le quotidien d'Emily in Paris. Donc tout va dire, et c'est pas pour autant que le 18e, le 19e arrondissement n'a pas ses charmes. Mais il faut dire que Paris, ça n'est pas que des quartiers entre Saint-Germain-des-Prés et le Marais, c'est pas vrai. C'est ça, Emily in Paris, pour ceux qui connaissent pas. Oui, c'est une série, une jeune américaine qui est dans la pub, qui découvre un peu Paris parce qu'elle y est mutée, et en fait, on aperçoit qu'elle est en vêtements de haute couture et qu'elle traverse alternativement le quartier de Notre-Dame, Saint-Germain-des-Prés, le Marais. De temps en temps, elle s'arrête au Louvre avec des tenues absolument improbables et une vie extraordinaire en étant, je vais pas dire community manager, mais presque. Un truc absolument pas crédible. Okay. Donc,
Et ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui ne vivent pas cette vie. Ça veut juste dire que quelqu'un qui ne connaîtrait pas Paris, qui va le découvrir par ce biais, va se dire mais c'est fake en fait, ça n'existe pas. Ça existe, mais pour une petite partie. Là, l'entreprise, c'est d'essayer de lui dire vous avez forcément des aspérités, essayez d'en faire quelque chose. Assumez-les. Alors évidemment, si vous me dites, alors nous on paye très mal, on va peut-être pas dire ça comme ça. Mais si concrètement vous êtes un peu en dehors d'un centre urbain, il va falloir en faire quelque chose. Et qu'est-ce que vous mettez en place aussi pour ? Si vous savez qu'en termes de rémunération, vous êtes un peu en dessous, mais que vous avez mis en place d'autres avantages, peut-être capitaliser dessus, mais assumez ces aspérités-là. Et les gens l'entendent. C'est quand on fait qu'une jolie histoire que ça devient bullshit en fait. C'est quand on dit c'est du bullshit, c'est du greenwashing, c'est du RH washing. C'est parce qu'on se dit, oui, mais c'est pas vrai. Si, c'est vrai, mais il y a autre chose, il faut parler d'autre chose. Et c'est ça qu'on essaie de conduire. Et quand on dit de respecter la ligne éditoriale du créateur de contenu, le créateur de contenu, parfois, on les a au téléphone, dire, non, mais ça, c'est pas que vrai. Enfin, Julien, je peux pas dire ça. Dans ces cas-là, on retravaille la copie. C'est le cas avec une start-up il y a pas longtemps. Elle a dit, excuse-moi, c'est vraiment, on enfonce des portes ouvertes, c'est pas très intéressant. On la retravaille avec la marque. Bon, et c'est intéressant aussi pour la marque, je trouve, de pouvoir avancer sur ça. Et pour la marque employeur. Exactement. Ok, génial. Écoute, merci beaucoup, Julien. Je pense qu'on a fait un beau petit tour là de sujets et thématiques RH. Tu ne couperas pas les 3 questions finales que j'ai l'habitude de poser à mes invités. La première, c'est quel conseil, pluriel, singulier, tu donnerais au jeune Julien, 25 ans, qui débuterait ou souhaiterait débuter sa carrière dans les RH ? D'être un peu moins spontané au démarrage, parce qu'évidemment, après j'ai grandi naturellement, et de mesurer ce que veut dire avoir un sens politique. Ah, important dans les RH quand même. Fondamental dans les RH, et surtout quand on est dans un siège. D'accord, ok. À bon entendeur. Un livre que tu emmènes sur une île déserte, c'est lequel ? C'est sûr que ça sera un livre historique, et ça risquera d'être un livre entre le XVIIe et XVIIIe siècle. Très bien. Et donc, beau programme. Allez, dernière question. Une personne que tu me recommandes de podcaster, consacrer un épisode et qui évolue dans les RH ? Typiquement, mon ancien DRH quand j'étais au sein du groupe Bolloré, qui s'appelle Antoine Dickmans, et avec qui j'ai passé des super années très riches d'enseignement et qui sera, je suis sûr, ravi de pouvoir être podcasté. Écoute, merci beaucoup, Julien, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.